Salut à tous, c'est Étienne et bienvenue dans ce 15e épisode du rendez-vous du SMMA. Avec Rhodes, le mois dernier, on a passé la barre symbolique des 150 000 € par mois et des 20 personnes dans l'équipe. Et dans cet épisode, je vais vous détailler comme d'habitude les coulisses de comment on y est arrivé. Pour ceux qui me découvrent, déjà bienvenue, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes. Rhodes, c'est une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce que j'ai créée il y a un peu moins de 2 ans. Et depuis le début, je documente notre évolution, déjà pour garder une trace parce que je trouve ça cool, mais aussi pour pouvoir aider d'autres personnes qui développent leur agence à ne pas reproduire les erreurs qu'on aura pu faire. J'ai appelé cette série le rendez-vous du SMMA en référence à la discipline du SMMA, Social Media Marketing Agency, et l'idée c'est que tous les mois je vous fais un petit bilan pour vous raconter comment ça évolue. Si ce n'est pas déjà fait et que le contenu te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et comme j'ai eu des plutôt bons échos de votre part sur les derniers épisodes du rendez-vous du SMMA où j'étais dans un format un peu plus décontracté et moins scripté que d'habitude, eh bien je vais continuer sur ce format puisque ça a l'air de vous plaire. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des coulisses de l'agence. Donc je vous parlais déjà de comment j'organise mon emploi du temps et mes journées. Je vais aussi vous parler de comment je manage mes équipes, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je vais également répondre à une autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est d'où est-ce que je tire mon inspiration sur le développement d'une boîte. Donc, je vais partager quelques références et quelques livres. Et enfin je vais terminer avec le bilan du mois dernier pour que vous ayez le détail de tout ce qui se passe, des projets en cours et des chiffres. Le programme est assez chargé mais je vais essayer de faire tenir ça dans une vidéo qui ne dure pas 4 heures. C'est parti pour le 15e épisode du rendez-vous du SMMA, on enchaîne, let's go. Alors déjà je vais vous expliquer comment j'organise mes journées. Donc moi mon emploi du temps il est assez simple, c'est toujours le même tous les jours, c'est exactement la même structure. Ça m'a pris pas mal de temps à arriver sur cette structure là, mais par le fruit d'itération j'ai finalement réussi à avoir quelque chose qui fonctionne. En gros ce que je fais c'est que le matin moi j'ai toujours ce qu'on appelle un deep work, donc c'est un bloc qui démarre aux alentours de 6h30, 7h et qui dure jusqu'à 10h. Donc l'objectif est de faire dans l'idéal 3 heures de deep work le matin. Qu'est-ce que c'est le deep work? C'est un moment pendant lequel je suis ininterrompu, je coupe les notifications Slack, je coupe mes messages, je mets en ne pas déranger, je mets de la musique et en fait je travaille sur les tâches de fond. Ensuite j'ai de 10h à 11h un créneau pour un post LinkedIn, donc c'est pour ça que je poste souvent en fin de matinée parce que j'écris généralement post LinkedIn, je réponds aux commentaires etc. Donc j'ai 1 heure dédiée, je fais ça tous les jours, également le week-end. C'est ça entre autres qui nous a permis de driver cette croissance depuis le début. Ensuite j'ai un petit bloc de 11h à midi qui s'appelle To Do, et donc là je fais toutes les petites tâches qui sont un peu chiantes à faire mais qu'il faut faire. Vous savez tous les trucs qu'il y a que vous empilez et qui prennent 5 minutes à faire, mais la somme de ces 5 minutes, bah si vous en avez 10 ça fait 50 minutes, donc je profite pour le faire quotidiennement, je réponds aux mails, ce genre de choses. Généralement ce bloc de To Do il dépasse un peu, donc je suis vers midi et demi etc. Midi 30 à 14h je n'ai rien, mais vu que je m'entraîne beaucoup en ce moment pour le marathon, notamment la course, et eh bien c'est là le créneau sur lequel je cale mes entraînements. Donc le mardi, le jeudi, le vendredi et également le dimanche pour les sorties longues, et eh bien je vais courir, donc ça fait que mon emploi du temps est un peu rigide, notamment le midi, c'est dur de caler des déjeuners etc. Mais c'est l'organisation que j'ai trouvée parce que le soir bah, j'ai un fils de 11 mois, donc je dois aller chercher à la crèche, et le matin en fait j'ai trouvé que moi dans mon organisation bah, ça marchait pas forcément si bien que ça, et du coup en fait ça me faisait perdre du temps et je commençais mes journées trop tard, alors que l'avantage de commencer très tôt, donc de se lever tôt, c'est que eh bien, en fait les gens dorment, et quand les gens dorment bah, ils peuvent pas vous solliciter, donc vous pouvez rester focus sur votre tâche principale, et c'est ça qui permet de faire avancer la boîte. Ensuite l'après-midi à partir de 14h, qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'ouvre mon calendrier, et donc là en l'occurrence je suis dispo pour prendre des calls, donc soit avec mon équipe le lundi, j'ai parlé un peu de toute l'organisation dans le précédent épisode, donc je vais pas revenir dessus, mais j'ai souvent des calls le lundi avec toute l'équipe, j'ai mes one-to-one le mardi, et maintenant j'en ai aussi le jeudi et le vendredi, et j'ai juste 2 blocs qui sont sacrés, c'est le mercredi après-midi, pendant lesquels je scripte, donc là j'ai un bloc de 14h à 18h, généralement je le tiens pas parce que bah, j'ai toujours des trucs qui débordent, donc je commence plutôt vers 15h, mais l'idée c'est de prendre au moins 3-4 heures pour vraiment écrire du contenu, des vidéos YouTube, des vidéos TikTok, potentiellement des newsletters, ce genre de choses. Et ensuite j'ai un bloc qui est celui dans lequel nous sommes actuellement, c'est le jeudi après-midi de 2 heures pendant lequel je tourne, et donc là je prends le temps de tourner des vidéos. À part ça, j'ai pas d'autres choses dans mon agenda, si ce n'est toutes mes petites habitudes que je vais vous détailler. Et en fait il y a une autre chose que j'ai mis en place qui marche plutôt bien et qui m'a permis moi de vraiment me structurer sur les 3 derniers mois, c'est un monk mode. Pour ceux qui ne connaissent pas le monk mode, je vous invite à regarder ce que fait Guillaume Aubèche, il en parle beaucoup. C'est en fait une sorte de période pendant laquelle, peut durer autant de temps que vous le souhaitez, mais moi je l'ai fait sur 90 jours et je crois que lui il le fait également sur cette période-là, dans laquelle en fait on se coupe de toutes les distractions pour se focaliser sur ses objectifs. En l'occurrence moi j'ai 2 objectifs, donc c'est développer ma boîte sur la fin d'année, et l'objectif c'est d'aller chercher 200 000 € de chiffre d'affaires par mois, et le deuxième objectif c'est de faire un marathon en moins de 4 heures, puisque le premier marathon que j'ai couru en mars, j'ai pas fait la perf que je voulais, et donc du coup je me suis mis en tête de vraiment faire une bonne perf sur la fin d'année, et ça fait depuis 7-8 mois que je m'entraîne pour ça. Je cours entre à peu près 47 km par semaine, je crois que c'est la moyenne que j'ai calculée l'autre jour, et du coup bah, j'ai bon espoir que ça marche. Donc pour ça ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pas la chance de pouvoir partir à l'autre bout du monde comme le fait Guillaume Aubèche, même si j'aimerais beaucoup, notamment parce que j'ai un fils et une copine qui bosse ici où j'habite, donc j'ai dû composer avec ce que j'avais, mais j'ai quand même pu me couper énormément de distractions, donc en fait j'ai fait une croix sur plein de choses et j'ai commencé plein de petites habitudes qui ont marché. Donc j'ai fait pas mal de contenu pour expliquer voilà, comment j'avais organisé ça, ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont pu voir la progression etc,
Mais en gros, le concept, c'est très simple. Comme je disais, c'est de limiter les distractions et d'adopter un mode de vie sain. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai arrêté pas mal de petites habitudes qui étaient des mauvaises habitudes, comme scroller sur TikTok, comme manger des sucres rapides, etc. Et j'ai démarré plein d'autres habitudes, comme boire 3 litres d'eau par jour, faire du sport 6 fois par semaine, puisque en plus de courir, je fais 2 fois du sport pour me maintenir en forme physique et pas perdre trop de muscles. Et donc, en fait, je traquais ça avec un petit document de notion que j'ai toujours d'ailleurs, parce que les 90 jours sont terminés, mais je continue de le faire. Et en l'occurrence, je vais vous donner les habitudes. J'ai 6 séances de sport par semaine. Là, j'ai fait 91%. J'ai eu 5 minutes de méditation le matin. Donc, ça c'est tous les matins au réveil, je médite 5 minutes. Ensuite, j'ai 5 minutes de journaling également le matin. Donc, là, j'ai fait 83 à 92%. Pas de TV et pas de série la semaine. Très dur celui-là. Mais du coup, j'ai fait 88%. 20 minutes de lecture le soir. Donc, l'idée, c'est de lire tous les jours. Ça, je l'ai pas trop tenu. J'ai fait 14%. 8 heures de sommeil par jour. Malheureusement, je ne contrôle pas tout mon sommeil puisque j'ai un enfant. J'ai réussi à tenir quand même 68%. Boire 3 litres d'eau par jour. Donc, là, j'ai une petite gourde qui marche très bien, qui fait 1,5 litre et j'en bois x2 tous les jours. Ça me fait 3 litres. Et manger équilibré. Ça, du coup, je me suis bien amélioré dessus. Et donc, au global, le Monk Mode, je viens de le terminer. Ça s'est bien passé. J'ai à peu près 75% d'atteinte de mes objectifs. C'est pas mal. J'aurais pu faire mieux avec un petit peu plus de rigueur, notamment sur la lecture. Je pense que j'ai monté à 82-83%. Mais c'était quand même très enrichissant parce que ça m'a permis en fait de mettre en place des nouvelles habitudes et surtout de changer un peu de mode de fonctionnement. Donc il y a 2-3 trucs. Typiquement, ah oui, j'ai pas dit. En gros, au bout du premier mois, j'ai aussi arrêté l'alcool. 9e semaine pendant laquelle je ne bois pas d'alcool. Et ça m'a aussi aidé à être beaucoup plus focus et surtout à avoir un peu l'esprit clair tout le temps parce qu'on a vite fait en buvant 2-3 bières d'avoir un peu mal à la tête le lendemain, etc. Et ça va très très vite. Je vais pas vous faire tout le feedback sur le Monk Mode parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée. Globalement, je suis très content de l'expérience. J'ai dû réapprendre à vivre différemment. Donc me coucher à 22h, faire un jeu de société au lieu de regarder une série, refuser des sorties le samedi soir, dire non à des verres de vin, ce genre de choses. Et en fait, ça a eu beaucoup d'impact positif sur mon physique et sur mon esprit. J'ai plus de variation d'humeur, j'ai l'esprit qui est clair 100% du temps, je suis beaucoup plus efficace dans ce que je fais et surtout je l'ai vu à 3 niveaux. Donc sur le sport, ça m'a permis de ne rater aucune séance et de courir les 47 km par semaine. Le travail, donc Rhodes là, comme je l'ai dit, on a passé quand même des caps très importants. On a fait 110 000 en août, 135 000 en septembre et 150 000 en octobre. On est vraiment sur une belle croissance. Et côté perso, en fait, moi finalement, tout ce temps que je ne passais pas à faire des choses qui sont entre guillemets un peu inutiles, je l'ai passé avec ma famille, en l'occurrence ma copine et mon fils. Et ça, pour le coup, je l'ai vu, ça a eu un impact énorme en termes de bien-être pour mon foyer globalement. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a un lien entre les deux. Autant dans le fait que moi, ça m'a mis dans une position et je dirais un mindset qui est beaucoup plus productif. Mais du coup, ça a eu un impact, comme je disais, sur la boîte. Et en fait, ça s'est très très bien inscrit dans ma routine, puisque pour commencer mes deep work à 6h30 le matin, ça implique de me lever à 6h, du coup de commencer ma méditation à 6h10, etc. Et donc ça implique de me coucher à 22h. Et donc l'un dans l'autre, la combinaison a été très très efficace. Donc pour les entrepreneurs qui ont envie de changer un peu de mode de vie, qui se réveillent un peu tard, ce genre de choses, je le recommande. Et 90 jours, c'est dur, c'est long à tenir, mais avec des petits outils de tracking, etc. Honnêtement, ça se fait. Plus dur, c'est juste de dire non et d'arriver à globalement tenir ses engagements. Voilà pour la partie Monk Mode / organisation. Et je vais passer du coup à la deuxième partie de cet épisode qui est sur comment je manage mes équipes. C'est une bonne question. J'ai pas de mode d'emploi particulier. Ce que je peux dire, c'est que en fait, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu chez Google. Chez Google, il y avait un management que je trouvais vraiment bien. Et en fait, il y a quelques petites choses que j'ai mises en place que je trouve assez puissantes. En l'occurrence, déjà un climat de bienveillance. Ça, c'est très important. Le manager, on voit souvent comme quelqu'un qui te redescend des infos un peu top-down, qui te dit quoi faire, etc. Moi, je pense que le manager a plus une posture de coach. Donc, l'objectif du manager, c'est d'être là, si besoin, d'aider, de structurer, de guider, mais c'est pas lui qui dit quoi faire. Et donc, en fait, cette relation de mon boss, tu vois, c'est quelque chose qui, moi, j'essaye de ne pas infuser. Donc, bien évidemment, il y a des décisions qui sont prises et forcément, dans toute entreprise, il y a une hiérarchie. Je pense que c'est un peu idyllique, voire utopique de penser que une entreprise flat, complètement horizontale, en remote, ça tient. Quoique peut-être, mais en tout cas, nous, il y a une hiérarchie. Mais en fait, elle ne se ressent pas au quotidien dans le sens où, en fait, les gens n'ont pas besoin de demander la permission. Moi, j'autonomise énormément les équipes. C'est-à-dire que je compte sur le fait que, en fait, elles arrivent dans la boîte, je leur donne confiance. Elles sont en remote, donc en fait, je traque pas du tout leurs horaires. Elles font ce qu'elles veulent. Si jamais elles veulent aller déjeuner le midi, elles peuvent. Pendant 3 heures, elles peuvent. Si elles veulent faire du sport à 16h, elles peuvent. Si elles veulent prendre un train le vendredi après-midi parce qu'elles veulent aller chez leur famille, mais que du coup, elles bossent un peu plus tôt le matin, elles peuvent. En vrai, je les traque pas. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Donc déjà, il y a une notion un peu d'état d'esprit là-dessus, où je fais confiance par défaut aux gens. Que ça m'a démontré, c'est que, les gens, quand on leur fait confiance, notamment dans le cadre d'une entreprise, en fait, ils se sentent valorisés et donc ils te le rendent. Et moi, j'ai jamais eu à appliquer, j'ai jamais eu à micromanager. De toute façon, j'ai pas le temps, j'ai pas les outils, j'ai pas que ça à faire. Par contre, les gens en fait se disent putain, c'est cool, on me traite pas comme un enfant, et donc on a une relation d'adulte à adulte, et du coup, je te le rends. Et ça marche bien. Ça peut paraître contre-intuitif, mais moi, par essence, je donne ma confiance, donc on ne peut que la perdre. Et en fait, c'est un peu différent il faut gagner, de quelqu'un qui dirait gagne ma confiance. Et ensuite, on a mis plein de petites choses en place, comme notamment la culture du feedback. Je demande beaucoup de feedback. Et en fait, quand je prends le feedback, il y a deux manières de réagir quand on demande du feedback. Il y a dis-moi ce que t'en penses. Quand on te dit le truc, t'essayes de te défendre ou t'acceptes la critique. C'est dur, ça fait mal à l'ego, mais c'est comme ça qu'on fait qu'on avance. Et moi, du coup, sur le feedback, je suis le premier à demander du feedback et à ne pas répondre au feedback, juste à dire ok, intéressant, merci. Et je suis très friand de feedback, et donc en fait, le fait que je le fasse, ça pousse les gens aussi à le faire. Et donc du coup, on a mis en place toute une manière
manière de prendre du feedback, et c'est devenu quelque chose de très naturel dans la boîte où en fait les gens demandent du feedback pour s'améliorer, et s'ils le font pas, en fait on les incite à le faire parce que c'est comme ça qu'on se tire collectivement vers le haut, et du coup un feedback n'est jamais perçu comme quelque chose de mauvais ou de méchant. On sait que c'est fait parce que l'objectif est de se tirer collectivement vers le haut. Donc ça c'est pour, je dirais un peu le socle de valeur et de fonctionnement, et je pense que ça, c'est difficile de le faker entre guillemets. C'est soit en fait les fondateurs de l'entreprise sont comme ça par essence ou ont envie d'être comme ça, et dans ce cas-là ils créent un cadre dans lequel en fait ça se diffuse de cette manière, soit en fait ça va être difficile parce que à mon sens ça doit venir avant tout du haut, et notamment des personnes qui dirigent l'entreprise. Et ensuite après il y a des choses un peu plus pratico-pratiques, c'est notamment sur tout ce qui est les routines. Donc les routines de management, on en a deux en l'occurrence qui sont principales. C'est ce qu'on appelle les one-to-one. Et donc le one-to-one, c'est en fait 30 minutes toutes les semaines. Toutes les personnes de chez Rhodes ont un one-to-one avec leur manager. Moi en l'occurrence j'ai 6 personnes avec qui j'ai des one-to-one, donc c'est beaucoup, mais c'est encore difficile à déléguer. J'ai donc Quentin sur la partie sales, j'ai Jean-Pierre sur la partie finance, j'ai Faustine sur la partie RH, j'ai Jordan sur tout ce qui est performance, j'ai Nielsen sur la partie créa, et j'ai Lorena sur la partie content. Et en fait moi ça me permet d'avoir un suivi de tout. Et en gros les one-to-one, moi je les décompose en deux parties. Il y a une première partie, donc la structure c'est en gros en haut c'est rétrospective de la semaine passée, donc en gros quels ont été tes wins, est-ce que tu as des learnings, est-ce qu'il y a des bloqueurs, ce genre de choses. Ensuite c'est deuxième partie, c'est en gros de quoi on va parler aujourd'hui. Et donc là il y a deux sections, il y a le manager et le manager, et chacun prépare ses sujets préalablement et on en discute pendant le one-to-one. Et plus largement l'objectif en fait du one-to-one, c'est d'avoir un moment d'échange privilégié qui permette aux salariés en fait dans un espace de bienveillance de partager des préoccupations, de débloquer des situations, etc. Et c'est de base très important dans une entreprise parce qu'en fait sinon on peut se sentir vite isolé, mais c'est encore plus important en remote parce qu'en fait il y a plein de choses qui ne passent pas vu qu'on n'a pas de bureau. Donc ça c'est ce qu'on met en place et c'est systématisé. Tout le monde a des one-to-one toutes les semaines, tous les managers font des one-to-one, et donc il y a personne qui n'a pas de one-to-one chez Rhodes, ou alors c'est qu'il y a un trou dans la raquette. Et ensuite on a un niveau un peu plus la performance review, donc c'est trimestriel, et trimestriellement en gros ce qu'on va faire c'est un peu une review des 3 mois écoulés. Donc on va se dire, en gros il y a tout un template qu'on peut partager aussi si on veut, on a travaillé dessus, et l'idée en fait c'est qu'il y a une auto-évaluation de la personne sur en gros qu'est-ce qu'elle a pensé rétrospectivement de ce trimestre, du coup une évaluation du manager, et en fait le meeting sert à la mise en commun pour in fine attribuer une sorte d'évaluation sur le trimestre. Pour ceux qui ont des variables en fait ça conditionne entre autres le variable, et derrière ça permet aussi de se projeter, de refaire une planification. Donc ça c'est la partie rétrospective, et la deuxième partie c'est planification sur le trimestre à venir, et on fonctionne comme ça par trimestre. Et on travaille aussi sur les OKR, donc c'est en gros les objectifs key results, j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, qu'on vient plugger sur ça pour que ça reste pas juste des phrases, on dise pas bon voilà on va faire ça sur le trimestre, mais en fait on le met dans un outil, on le traque et on peut regarder à la semaine, au mois si on avance et si on va dans la bonne direction. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. On est en train de mettre en place d'autres initiatives comme par exemple des enquêtes de satisfaction annuelles, des entretiens RH individuels qui vont avoir lieu une fois par an. En tout cas le socle, la structure, l'architecture de notre management c'est ça, en plus de la culture que j'ai parlé tout à l'heure. J'enchaîne du coup sur la troisième partie, c'est d'où est-ce que je tire mes inspirations. Donc ça c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Honnêtement il y en a beaucoup de chez Google comme je disais, pas mal de chez Meta aussi, mais un petit peu moins. Meta j'ai eu moins ce sentiment de culture d'entreprise très très forte. Google ils sont excellents sur ça, c'est pas pour rien qu'ils sont pris comme modèle souvent. Donc Google moi je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font, donc il y a plein de documentation etc. Donc ça je vous invite à lire dessus en long, large, en travers. C'est vraiment une bonne école sur la partie ressources humaines, culture d'entreprise et management. Il y a un livre que je vous recommande qui est très bien qui s'appelle le No Rules bref vous avez compris, de Netflix, et en fait qui explique comment manager sans règles. Je trouve ça très bien, et l'état d'esprit derrière est très très intéressant. Il y a un autre livre de Amazon que j'aime beaucoup qui s'appelle Working Backwards, donc ça sur la culture d'entreprise d'Amazon. Vous voyez que c'est quand même très inspiré des boîtes tech ce qu'on fait. Et ensuite sinon moi au niveau perso il y a un livre qui s'appelle The Great CEO Within, je l'ai juste là d'ailleurs, qui est ce livre-là, The Great CEO Within, que je recommande et qui donne des choses assez actionnables sur comment être un bon CEO. Un livre qui m'a profondément changé mes habitudes, c'est notamment le 7 Habits of Highly Effective People, donc les 7 habitudes des personnes très efficientes, en français, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Stephen Covey je crois. Il y a notamment une des pratiques qui est recommandée dans ce livre que je trouve extrêmement bien, c'est le planning à la semaine. En gros il y a plein de gens qui planifient quotidiennement ce qu'ils ont à faire, et en fait c'est pour ça qu'ils sont sous l'eau, parce qu'ils ont une to-do, il n'y a pas de notion de priorisation, alors que en fait lui ce qu'il recommande c'est tous les dimanches, c'est ce que je fais, se caler un bloc pour planifier sa semaine. Et du coup vu que moi j'ai déjà tous mes blocs de deep work, to do, etc., en fait je viens piocher dans ce que j'ai à faire et je les répartis à la semaine, et ce qui fait que je commence ma semaine en sachant exactement ce que je vais faire à quelle échéance. C'est beaucoup plus clair pour dire aux gens bah voilà je vais faire ça, mais ok mais pour telle date pas avant, et du coup j'ai moins de pression parce que je sais que j'ai pas tout à finir au quotidien. Ça honnêtement je vous le recommande. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le cercle d'influence, il y a pas mal de concepts, mais très très utile ce livre et assez pratique en termes d'utilisation. Voilà pour un petit peu le tour d'horizon, et puis je vais finir avec le bilan très rapidement. Donc le mois dernier on a fait 150 881 €
euros hors taxe de chiffre d'affaires, qui est assez une belle perf. Du coup, pour donner un petit peu d'explication, moi j'attribue ça à 3 choses. 1, c'est la période Q4, donc qui s'intensifie pour nos clients et ce qui entraîne du coup une augmentation du nombre de clients. 2, c'est la diminution de notre churn, donc on a beaucoup travaillé sur la rétention, la qualité de nos clients, etc. Donc ça reflète l'amélioration de notre service, mais aussi la qualité de nos clients. Donc ça, je suis très content. Et 3, le maintien de la dynamic sales. Alors ça s'est un peu essoufflé sur novembre parce que les gens sont moins enclins à prendre des décisions parce qu'on est en plein Black Friday, etc. Mais sur octobre et septembre, on a eu un gros pic de sales et donc ça, avec une qualité de lead constant, en fait, ça a augmenté le closing. Pour faire court, en fait, on signe toujours autant de clients. En fait, ils sont de plus en plus gros, ils restent plus longtemps, donc mécaniquement, le chiffre d'affaires augmente. Voilà. Donc on a fait plein de choses. Je vais pas tous vous dire, mais quelques bonnes nouvelles. En gros, on a passé les 1 million par an sur la business unit performance. Creads a passé la barre des 50 000 euros par mois. On a passé, je crois aussi, on avait un problème de trésor à l'époque. On est bien meilleur. On a à peu près 40 ou 50% de nos clients sur Regardless maintenant et on a fait x3 sur la trésor. Donc ça va beaucoup mieux. Grosse nouvelle aussi, on a officiellement eu la confirmation qu'on est accompagné par Meta à partir de janvier. On va enfin avoir des account managers, donc ça c'est cool. Mais il y a quand même quelques petites difficultés, notamment en fait sur les gros appels d'offres. On est encore en train de retravailler notre process, on n'est pas encore excellent là-dessus. Sur la structure, donc on est en train de travailler notamment sur le sales parce qu'on a pris un coaching et on est en plein chantier là-dessus. Et du coup sur les réseaux, moi je plafonne un petit peu, notamment sur Instagram, mais je vais me faire accompagner, donc ça va bien évoluer. Pas mal de projets dans les cartons pour novembre. Coaching Instagram, TikTok Shorts, coaching sales, donc ça on a commencé également. Coaching YouTube, j'ai fait une session, c'était intéressant. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment sur la chaîne. On va relancer la newsletter, donc ça c'est cool. Une fois par semaine, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Elle s'appelle The Media Buyer. On en a une autre pour la créa qui va arriver, c'est The Creative Strategist. Je vous mettrai les liens dans la description. Et on prépare également une retraite entre associés puisqu'on part 4 jours au sud de Malaga dans une maison assez cool pour en fait planifier 2025 avec Jordan et Anissé de mes deux associés. J'ai hâte, ça va être vraiment très cool. Voilà, c'est tout pour cet épisode. L'objectif pour novembre, c'est 170 000 euros. C'est ambitieux, on va voir si on le fait. Et du coup, je vous dis à un mois pour faire un nouveau bilan. C'était Étienne.